Bienvenue à toutes et à tous. Donc pour cette nouvelle table ronde, c'est la quatrième table ronde de l'édition 2023 de l'UAV Show. Et bienvenue aussi aux viewers qui peuvent nous suivre sur Jumpseat, la chaîne Twitch d'Aérobuzz. Je suis Gilles Roy, le rédacteur en chef d'Aérobuzz, un site d'information aéronautique. Et Aérobuzz est partenaire de l'UAV Show depuis le lancement de l'événement en 2010. Cet après-midi, le sujet est passionnant et devrait normalement susciter beaucoup de questions de votre part. 2035, les drones évolueront-ils librement dans l'espace aérien ou, à l'inverse, seront-ils contraints d'emprunter des couloirs aériens? En 2035, la SORA, dont on a longuement parlé hier, la méthode d'évaluation des risques, ne sera-t-elle plus qu'un mauvais souvenir? En 2035, les eVTOL et les drones décolleront-ils des mêmes vertiports? Je me tourne vers le directeur de l'aéroport. Et à plus court terme, qu'attendons-nous des Jeux Olympiques de Paris 2024? Beaucoup de questions, un petit peu de provoque aussi. Mais en tous les cas, c'est un débat passionnant parce qu'on est vraiment au bord, à la veille de l'ouverture opérationnelle du marché du drone dans de nombreuses directions. C'est ce qu'on va voir avec nos 6 invités de cet après-midi. Alors, je vous les présente. Donc, Simon Dreschel, qui est le président du directoire et le directeur de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Michel Pinet, chargé de mission surveillance du réseau GRT Gaz. Laurent Berciot, qui est chez Thales, qui s'occupe des SATCOM. Ça, c'est effectivement mon titre jusqu'à peu près l'année dernière. Je faisais du SATCOM. Oui, donc je suis presque à jour. Oui, non, ne vous inquiétez pas. En fait, j'ai rejoint l'équipe que j'ai rejoint au 1er janvier. Et donc maintenant, je m'occupe d'identification. Donc pour ceux qui sont dans le monde militaire, c'est tout ce qui est IFF. J'ai également un portefeuille de radionavigation. Et puis, sujet un petit peu que j'essaie de positionner ici, le Detect and Avoid. D'accord. Voilà. Et donc c'est effectivement là-dessus qu'on va se focaliser cet après-midi. Ensuite, Amine Carré, qui est le CEO d'Innov ATM. Fabrice Cusieux, directeur du programme Drone Onera. Et puis, je continue et je finis même avec Olivier Rigolet, qui est le directeur drone Advanced Programme chez Thales. Pour 2035, pour savoir où on va, c'est toujours bien de savoir d'où on part. Hein, ça, c'est la sagesse même. Et donc, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de faire un tour de table pour savoir avec chacun d'entre eux où il se situe dans le développement, dans la mise en œuvre des drones. Ça sera la première partie. Et la seconde partie, ce sera effectivement donc qu'espère-t-il, vers quoi tend le marché du drone, voilà, les perspectives et surtout les espoirs qu'on en attend. Alors, je vais commencer par vous, Michel Pinet, pas parce que vous êtes à ma droite, mais c'est parce que vous êtes un opérateur qui a une grande expérience de l'utilisation des drones, qui, pas malheureusement, mais qui aujourd'hui est un petit peu au point mort, pas au point mort, mais au point d'arrêt. Vous avez été un peu freiné dans votre développement, mais vous continuez à vous préparer pour la suite. Oui, c'est à peu près ça. Voilà. Ouais, je vais préciser. Moi, j'ai résumé, à vous de préciser. Maintenant. Je vais préciser. Chacun son boulot. Hein, Tout à fait. On n'a pas une si grande expérience ça dans les drones, mais on a des gros besoins en matière d'application de travail aérien. Alors déjà, GRT Gaz, je suis pas sûr que tout le monde sache ce que c'est. En gros, il y a 2 entreprises en France qui exploitent le réseau de transport de gaz, qui fait 37 000 km. La partie sud-ouest, donc c'est 5 000 km exploités par Teréga, qui est une entreprise qui fait le même travail que nous. Et GRT Gaz exploite les 32 000 km restants, donc plutôt tout le reste de la France, hors sud-ouest. Les cas d'usage drone qu'on a expérimentés aujourd'hui, c'est des cas d'usage très limités, plutôt axés sur l'inspection d'infrastructures, sur des parties extrêmement limitées de notre réseau, plutôt des parties aériennes. Par contre, on a un énorme besoin sur la partie réseau enterré. C'est quasiment 99% des 32 000 km. Les besoins, on peut les classer en 2 types. Ils sont tous les 2 tournés vers la sécurité. Le premier, c'est un besoin tourné vers la sécurité pour éviter les accidents liés aux travaux ou au mouvement de terrain.
On a heureusement une réglementation en France qui permet de bien limiter les risques, la réglementation anti-endommagement, les déclarations de travaux, des TDICT, mais il y a toujours quelques personnes un peu distraites ou qui ne respectent pas forcément la réglementation, qui n'appliquent pas cette réglementation-là, et on met en place une surveillance pour piéger ces chantiers-là, ces chantiers en infraction. Aujourd'hui, cette surveillance, elle est faite majoritairement aux 2/3 par des avions, donc des entreprises de travail aérien. On passe plusieurs fois par an sur le réseau. Donc si on cumule les kilomètres avion, on arrive à environ 350 000 kilomètres de kilomètres avion tous les ans. Donc c'est un des cas d'usage qui pourrait être adressé par le drone longue distance. Vous avez fait des expérimentations, vous avez mis en œuvre des drones ? Bien sûr, bien sûr. Donc on en est au stade expérimental. On a déposé quelques dossiers pour faire des vols hors vue, notamment le dernier réalisé, c'était l'année dernière, avec un vol de 20 km hors vue, qui a été réalisé dans le cadre expérimental avec le dépôt d'une SORA, des PDRA, un vol en ZRT, donc en zone ségrégée. Alors là, on va se faire massacrer par le chat. Là, des si études de sécurité spécifiques, voilà, pour pouvoir, dans le cadre expérimental, voler en dehors de la réglementation. Tout ça a été validé, bien sûr, par la DSAC, les autorités. Mais pour garantir la sécurité, on est obligé de privatiser en fait, l'espace aérien et d'interdire la pénétration de tout autre aéronef pendant notre opération. Donc on a fait ces vols expérimentaux l'an dernier, sur 20 km, avec du vol hors vue qu'on a pu pousser jusqu'à 7-8 km. On était limité en fait par l'autonomie du drone utilisé. C'était un drone électrique. Ça ne permettait pas de faire l'aller-retour. Donc cette année, on va faire l'épisode 2, si je puis dire. On change de drone, on en prend un plus gros, un drone thermique qui nous permettra de faire 30 km. Toujours dans le même cadre dérogatoire, autorisé par la DSAC. Deuxième cas d'usage, lié à la sécurité, toujours. Là, c'est la recherche de l'éventuelle fuite de gaz sur le réseau. Donc je rassure tout le monde, notre réseau est étanche. Ne partez pas en courant. Mais la réglementation nous demande depuis 3 ans de faire cette inspection régulièrement. Donc 32 000 km de réseau à faire. Donc on a une solution, le faire à pied, mais ça use beaucoup de paires de souliers. Ou alors on essaie d'imaginer des moyens aériens. Donc aujourd'hui, on en a un qui fonctionne. C'est un capteur embarqué sur un hélicoptère qui vole à basse altitude. Ça fonctionne, mais on se dit tous que le drone longue distance pourrait fonctionner en étant plus respectueux de l'environnement, pourrait coûter moins cher, pourrait être plus sécuritaire. Et puis surtout, on est à la veille de l'application d'une directive européenne qui va nous demander de renforcer encore ces inspections-là. Là, c'est plus axé sur la protection de l'environnement et ça va multiplier les opérations. Donc on pourrait multiplier par 3, voire par 6 le volume. Aujourd'hui, on fait 8000 km par an et demain, peut-être 3 fois plus. Voilà, donc les 2 cas d'usage principaux pour GRT-Gaz. Donc actuellement, vous avez des besoins, vous avez des outils qui pourraient presque y répondre, mais il y a un problème de réglementation. Voilà, on est freiné par la réglementation qui, à juste titre, pour des raisons de sécurité, ne permet pas un vol facile. Voilà. Mais aujourd'hui, on est bloqué. On est bloqué par ce point réglementaire. Voilà, donc on a tendance un peu trop facilement effectivement à faire peser tout le poids de la lenteur sur la réglementation, mais en fait la réglementation elle est que la conséquence d'une situation, et cette situation c'est le fait qu'aujourd'hui on ne peut pas laisser librement évoluer un drone dans l'espace aérien par rapport aux autres usagers de cet espace aérien, d'où la création de ZRT pour faire des ZRT, donc des zones réglementées temporaires, pour sécuriser ça. Il y a d'autres moyens, et là, Thales y travaille. Et donc, il travaille déjà depuis de nombreuses années. Et donc, c'est ce que vous avoid and detect and avoid. Donc, oui, tout à fait. Oui, donc effectivement, donc j'ai rejoint, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai rejoint une équipe qui travaille sur le Detect and Avoid depuis à peu près 7 ans. À la base, c'est une équipe qui travaille, si vous voulez, sur ce qu'on appelle l'identification. C'est l'équivalent du MODES pour ceux qui connaissent. Et technologiquement, c'est une technologie de base utilisée sur les Detect and Avoid. Il y a une norme qui est partie des US qui s'appelle la CAS-X, qui est une évolution quelque part du TICAS. Et l'équipe s'est emparée du sujet chez nous
pour essayer de voir dans quelle mesure cette solution, enfin pour aider l'Europe à utiliser cette solution pour les detect no void. Donc pour compléter un petit peu ce que vous dites, effectivement, on peut avoir une approche type, comme dit ma collègue, stratégique du detect no void. On fait des espaces ségrégés, on s'arrange pour que dans un espace il n'y ait personne. Et puis après, on peut aller un cran plus loin. On se dit bon, ok, voilà, on va partager un peu plus et on va essayer de gérer le risque au niveau tactique. Ou avec une solution de detect void, l'idée c'est quoi? Il y a du detect ou quelquefois on dit sense on avoid. Donc on fait du sense, on regarde un petit peu ce qu'il y a autour de nous, avec des capteurs coopératifs, non coopératifs probablement. On peut rentrer dedans, mais ça peut être long. Une fois qu'on sait ce qu'il y a autour de nous, on lance un algorithme pour savoir, pour proposer un petit peu des alternatives de contournement et éviter les conflits, quoi, éviter le crash. Donc ensuite, ça c'est l'algorithme ACASIX. Et ensuite, donc le résultat de cet algorithme est envoyé au pilote pour proposer donc des évitements. Voilà. Donc pour l'instant, ce système, il est au stade du prototype ou il fonctionne déjà sur certains types d'aéronefs? Alors en fait, on a l'approche réglementaire d'un côté, puis l'approche, je dirais, Thales de l'autre. Nous, on a une approche produit là-dessus, hein, on développe une solution. Donc je dirais réglementairement, il y a l'ACASIX en fonction, il y a différentes flavors, différents goûts d'ACASIX. Vous avez pour les airlines, pour les hélicos, machin. Et il y a différentes dates de standardisation de ces différents ACASIX d'un côté. Et nous, à titre d'exemple, pour qu'on ait les idées claires, c'est quoi les échéances pour le transport aérien, pour les hélicos? Alors j'ai mon anti-sèche. C'est bien. Moi aussi. Par contre, j'ai pas mes lunettes, j'aurais dû les mettre. Vous voulez les miennes? Non, ça ira. Non, en fait, voilà. Par exemple, pour l'ACASIX-A, qui est l'évolution du TICAS pour les airlines, ça a été standardisé en 2018. Mais là, on est côté US. L'équipe donc chez nous a travaillé pour l'application de ce standard dans l'espace aérien européen. Ça faisait partie des programmes César, Wave 2, Wave 3, qui se finissent cette année. Donc globalement, une applicabilité qu'on imagine type 2024 sur cette solution-là. A contrario, je prends le dernier qui arrive, qui est l'ACASIX-R. L'ACASIX-R sera standardisé en 2025. Et après, il faut ça concerne qui? Ah oui, pardon. L'ACASIX-R concerne les hélicoptères. D'accord. Et en fait, si vous voulez, après, une fois que c'est standardisé, derrière, il y a quelques années avant que ce soit adopté. Mais alors, attends, je comprends pas bien. C'est quoi ces systèmes par rapport à ce qui existe actuellement? Ok. Donc le TICAS. Donc la norme TICAS, globalement, elle vous propose des évitements basés sur des propositions de changement vertical. Ok, on est sur des résolutions verticales. Donc avec l'ACASIX-A, globalement, on va rester là-dessus, sur un évitement vertical, mais l'algorithme est plus pertinent, plus efficace. Je ne sais pas les chiffres parce que ce n'est pas tout à fait le domaine qu'on regarde, mais j'ai cru voir un 20% quelque part. Donc ça, c'est pour les airlines. Sur maintenant les UAV, lorsqu'on va passer en ACASIX-U... Les drones, donc. Oui, pardon. Sur les drones, l'ACASIX-U, là, on va aussi proposer des évitements basés sur du vertical et de l'horizontal. Donc ça améliore cet aspect-là. Et avec l'ACASIX-R, donc pour les hélicos, on aura aussi la possibilité de travailler sur la vitesse de l'aéronef. Et puis après, il y a des petites goodies en plus. Donc, pour les drones, concrètement, on en est où? Vous pensez que ça peut aboutir dans combien de temps? Alors, donc, il y a, dans ce que je vais vous dire... D'abord, qui travaille sur le sujet? Thales, évidemment. En face, on travaille donc, dans le programme César avec l'Europe pour l'insertion. Voilà. Et de l'autre côté de l'Atlantique? L'autre côté de l'Atlantique. Ils en sont au même stade que vous? Oui, donc ça a été standardisé. D'accord. Voilà, en fait, voilà, l'ACASIX-U, donc, qui est, comme je dis, une des flavors. Là, on est sur plutôt du 2020, standardisé en 2020 en outre-Atlantique. Et ici, ce sera plutôt du Wave 3 César vers du 2026. D'accord? Donc ensuite, l'adoption. L'adoption, nous, on la voit en 2026, en fait, à peu près. D'accord. Assez rapidement derrière. Bon, après, je vais dériver de deux sujets, mais je dirais c'est parce qu'on a des contacts. C'est vrai qu'on a plus, à ce stade, des contacts côté militaire, mais il y a une appétence claire et nette pour la CAS pour pouvoir entrer dans l'espace aérien. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait équiper les drones
d'ici 3 ans? Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. En fait, vous parliez tout à l'heure du proto. On a déjà fait un proto, je crois que c'était en 2019. On a fait des essais en vol. En 2021, lors de l'UAM, il y avait une inauguration UAM Paris, un truc comme ça. On a fait également des essais en vol. L'équipe est toute fière de dire qu'il y avait le ministre qui était monté dans l'hélicoptère, etc. Donc c'est vrai qu'on a fait ce proto-là. Là, voilà, on sort un proto actuellement qui sort fin d'année, essai en vol l'année prochaine, objectif sortie produit 2026. Donc ça veut dire qu'avec le système Detect and Avoid que vous êtes en train de développer, les drones pourraient évoluer dans le même espace aérien que les avions, les hélicoptères, les ULM et autres. D'accord. Amine Carré, vous poursuivez une autre optique, c'est-à-dire que vous voulez faire voler les drones dans des couloirs. Et donc à ce moment-là, on n'aurait plus besoin de ce système Detect and Avoid, il serait protégé dans ces couloirs. Alors, merci. Oui et non, parce que... J'aime bien quand ça commence comme ça. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de marché pour Thales dans les couloirs. Non, mais après, on fera un vote. On verra ceux qui sont pour les couloirs et ceux qui sont pour les équipements. On travaille sur la même problématique, mais avec un angle qui est différent. On a pris un autre prisme, une autre façon d'aborder la question de sécurité. Alors, Innovatem, en 2 mots, à l'origine, on a été créé il y a 10 ans pour assurer la sécurité de la navigation aérienne habitée. Donc faire en sorte que les avions puissent naviguer dans le ciel, surtout dans les TMA, donc à l'approche de nos aéroports, à l'atterrissage, au décollage, sans conflit. Et donc d'où le nom de l'entreprise, ATM pour Air Traffic Management. Et en 2017, on a commencé à travailler sur la même problématique de sécurité, mais de la navigation aérienne basse altitude. Comment on fait pour insérer les drones à côté de nos aéroports, donc quand il y a des conflits avec les avions potentiels, et comment on fait aussi pour assurer la sécurité de nos drones entre les drones quand il y a un trafic complexe, hors vue, sur de longues élongations, ou un trafic dense. Et quand cette problématique de trafic dense de drones est arrivée en Europe, au tout début, comme vous le savez, il y a 2 entités régaliennes dans chaque pays qui gèrent l'espace aérien pour ses aspects sécuritaires et pour ses aspects de sûreté. Pour la sécurité, c'est plutôt l'aviation civile, et pour la sûreté, c'est plutôt nos amis de l'armée. Donc pour la sécurité en France, c'était la DGAC, comme c'est le cas à peu près dans tous les pays du monde, il y a une autorité régalienne qui s'occupe de la réglementation en matière de sécurité. Les aviations civiles se sont emparées du sujet en disant on va faire pareil. On va mettre en place une réglementation qui puisse intégrer les drones en toute sécurité dans l'espace aérien, et on va charger ce qu'on appelle l'ANSP, le Air Navigation Service Provider, le prestataire de services de navigation aérienne, de contrôler en stratégique mais aussi en tactique ces drones. Donc c'est une approche plutôt de contrôler depuis le sol l'aspect sécuritaire des vols. Donc comme pour les avions, il y a toujours un contrôleur aérien qui fait en sorte que les avions n'aient pas des routes qui se croisent et qui fait en sorte que les avions ne se rentrent pas les uns dans les autres. Et après, en embarqué, il y a des technologies qui permettent l'évitement si le contrôleur aérien soit s'est mal coordonné avec son voisin, soit a mal évalué une situation. Donc cette partie TICAS arrive effectivement en dernier recours quand on est face à une situation problématique. Notre travail à nous, c'est de faire en sorte de ne pas arriver à cette situation problématique par de la planification de vol et par de la séparation au sol. Et une des possibilités pour éviter justement ces conflits entre drones ou entre les drones et les avions, c'est de créer des espaces aériens ségrégés, qu'on appelle donc des U-Space, qui sont là pour favoriser le développement d'opérations complexes, hors vue, sur des longues élongations, que ce soit pour de l'inspection ou pour du transport, on peut y revenir tout à l'heure, tout en déployant localement des technologies au sol, cette fois-ci, pour mettre en place des mécanismes d'évitement, mais en stratégique, en planification. Donc une nouvelle réglementation européenne est arrivée en 2021, la 2021-664. Elle est rentrée en vigueur en France fin janvier de cette année, qui consiste à la mise en place d'espaces aériens où on va déléguer la gestion de l'espace aérien à une entreprise certifiée qui pourra être le prestataire de services de navigation aérienne
pour les drones. Donc au final, est-ce que dans ces couloirs aériens, pour répondre à la question, il y aura du TICAS? Est-ce qu'il y aura besoin de mettre en place de l'évitement tactique? Oui, mais avec moins d'urgence que sur les espaces aériens où il n'y a pas de prestataire de service. Dans la mesure où dans ces couloirs aériens, il y a déjà quelqu'un qui va faire en sorte que ça n'arrive pas, ces évitements de dernière minute. Donc il y aura une sorte de contrôleur aérien dans un couloir. C'est ça, complètement. Mais ça c'est une nouveauté, c'est une révolution culturelle, parce que jusqu'à maintenant, le contrôle aérien, il y a un seul organisme, c'est la DSNA. Et donc là, ça voudrait dire qu'il y a une partie du contrôle aérien qui serait sous-traitée, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, sous-traité, mais qui serait au moins traité par le privé. C'est une délégation de service public, tout à fait. C'est-à-dire que là où il y a un seul ANSP, Air Navigation Service Provider, qui est la DSNA aujourd'hui, il y a des pays déjà en Europe où l'ANSP est privée, comme la Suisse, Skyguide est un organisme privé. En France, comme en Europe, il y aura des USSP, U-Space Service Provider, donc des prestataires de services de navigation aérienne qui sont privés, qui auront cette délégation de service public sur ces couloirs aériens-là pour assurer la mission de sécurité. Ça ne sera plus le travail de la DSNA, même en espace aérien contrôlé. Et là, donc, vous en êtes à quel stade? Alors, vous êtes prêt à rentrer en service, à offrir vos services même? Alors, tout à fait. Alors, nous, on a commencé depuis 2017 à mettre en place les technologies nécessaires pour pouvoir offrir ce service. C'est long, c'est tout comme ce qui se passe sur les drones. On est allé, quand la réglementation européenne en 2021 a commencé à se mettre en place en Europe, on est allé au Rwanda. On s'est implanté au Rwanda. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a plus de 400 vols de longue élongation par jour de transport de sang sur des dizaines de kilomètres. C'est des vols journaliers. Donc on a voulu s'inspirer de l'expérience rwandaise sur la création des couloirs. Il y a des centaines de couloirs de livraison de drones qui ont été mis en place depuis des années avec l'entreprise Zipline. Et en s'appuyant sur les technologies qui étaient les nôtres et sur l'expérience qu'on a pu vivre au Rwanda, effectivement, aujourd'hui, on est les premiers et les seuls candidats éligibles à la certification pour être U-Space Service Provider en France et aussi en Europe. Donc, quand est-ce qu'on pourra opérer? À partir de 2024. Sur quel cas d'usage? On pourra y revenir plus tard, mais principalement, effectivement, des cas d'usage de longue élongation, comme M. Pinet a mentionné tout à l'heure, qui sont aujourd'hui bloqués par la réglementation. Et U-Space, il est là pour déverrouiller ce dernier verrou. Alors, on a parlé des aéronefs ULM qui volent, on parle des couloirs aériens et donc logiquement on parle aussi des aéroports parce que c'est... alors, jusqu'à maintenant, quand on parle de ces engins, on a plutôt... Et quand je dis engins, je parle à la fois de drones, mais également d'IVTOL, puisqu'on verra tout à l'heure que ça se rapproche. On court-circuite complètement actuellement dans tous les discours prospectifs, on court-circuite l'aéroport. On fait évoluer tous ces engins à partir des centres-villes, du toit des immeubles. À Bordeaux, tu as résolument pris le parti de te positionner aussi. On en reparlera, mais la preuve, tu accueilles demain les présentations en vol. Donc ça, c'est quand même c'est une volonté affichée de jouer un rôle dans le développement. Oui, absolument. Et c'est vrai que ce n'est pas d'une évidence folle, parce que notre métier premier, c'est d'avoir des passagers, de les processer et de les mettre dans des avions en toute sécurité, avec les mesures de sûreté, etc. Ça, c'est notre métier de base depuis des années. Et c'est vrai que l'année dernière, on a repensé notre stratégie, ce qu'on voulait être sur le territoire, comment on s'intégrait, comment on travaillait notre utilité, parce qu'effectivement, mettre des gens dans des avions, c'est très bien, c'est louable, mais je pense qu'on a d'autres cartes à jouer. Et donc, tout ça vient d'une vision globale de l'aéroport en se disant quelle est notre vision, qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on veut offrir. Donc il y a des axes nombreux qui sont sortis, produire de l'énergie, avoir une utilité différente sur l'implantation d'entreprises. On a des entreprises du spatial qui s'intéressent à l'aéroport, on peut développer des filières, etc. Et est sorti l'innovation et la mobilité de demain.
Et donc dans la mobilité de demain, il y a beaucoup de choses. Il y a bien sûr nos vols commerciaux, le fait de les approvisionner en biocarburant, de travailler à la transition écologique, les technologies de demain, l'infrastructure de demain pour cette mobilité qui nous arrive dessus. Et puis bien sûr les drones qu'on a pris sous plusieurs angles. Un angle qui là aussi peut être étonnant parce que finalement en tant qu'exploitant aéroportuaire, on ne gère pas ce qui se passe dans le domaine aérien, on gère l'infrastructure au sol. Mais malgré tout, on a beaucoup discuté avec les compagnies aériennes, avec nos partenaires. On se rend compte que les drones dans l'environnement aéroportuaire deviennent un vrai danger. Donc on a lancé cette expérimentation qui a été présentée dans le cadre du salon de surveillance de ce qui se passe autour de l'aéroport et de voir si les servitudes de l'aéroport sont percées par des drones et à quelle fréquence, etc. Donc très intéressant, notre environnement et puis la mobilité de demain, et c'est aussi ce qui nous occupe en ce moment. C'est commencer à travailler avec tous nos partenaires, encore une fois, parce qu'on n'est pas tout seul, donc la navigation aérienne, la direction de la sécurité de l'aviation civile, Techno-West, Invest in Bordeaux, Aerospace Valley, donc beaucoup de partenaires, on ne fait pas ça tout seul, mais pour avoir des volumes de vol sur l'aéroport. On se dit que l'aéroport est malgré tout un expert et qu'il a une légitimité et que ça peut être un partenaire de confiance pour demain faire voler des machines qui sont un peu plus conséquentes que les drones tels qu'on les connaît aujourd'hui. Donc on veut jouer cette carte-là à fond, accompagner. Et puis on a les premières expérimentations qui ont bien fonctionné avec des drones, d'avoir un avion de ligne qui décolle à 500 mètres d'un drone qui est en train d'évoluer. Donc on veut miser cette carte à fond parce qu'on se dit que ces machines voleront. On a du mal à savoir quand. Et là, il y a un panel d'experts qui vont dire... 2035. 2035, parfait. Donc on se prépare à ça. On suit de près les publications de l'agence de certification européenne qui a déjà sorti un premier document prototype de ce que sont les peintures, les zones de posée, les zones de dégagement, etc. Donc on a regardé ça de très près. Donc ça c'est vraiment du concret, ça. C'est du concret. On arrive vraiment dans ce que sont pour nous les audits de l'infrastructure. Et donc on a prévu dans notre schéma de composition générale, c'est-à-dire l'aéroport à 10, 20, 30 ans, où est la zone de posée, comment on la trace sur le sol, etc. On est vraiment dans du concret. Ce qu'on veut, c'est être prêt quand les machines voleront. Et encore une fois, on a du mal à savoir quand, mais en tout cas, on répondra présent. Et il y a de fortes chances que les aéroports aient un rôle à jouer. C'est vrai pour l'aéroport de Bordeaux, c'est vrai pour nos collègues et tout ce maillage aéroportuaire qu'on a sur le territoire. Je pense à tous les aéroports satellites de Bordeaux ou ailleurs. Qui ont un rôle à jouer là-dessus sur la décarbonation. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. C'est aussi pour tous les aérodromes et les petits aéroports, ce que certains appellent les aéroports de proximité. C'est une chance parce que tous ces aérodromes, ces aéroports qui n'ont pas de trafic commercial régulier, ça peut être un nouveau débouché. Parce que ça paraît quand même plus facile, plus naturel, au moins dans un premier temps, de faire décoller et atterrir des engins volants depuis un espace qui est fait pour ça, plutôt que le toit d'un immeuble. Complètement, et on peut même se dire que l'aéroport décarboné, ce sera probablement demain les petits sites, parce que l'aéroport de Bordeaux a un gros volume de vols commerciaux, ce sera difficile à décarboner, il va nous falloir du temps. Ces petits sites satellites auront une vraie carte à jouer sur le fait de décarboner l'aérien et d'avoir des petits modules sur des petites distances. Donc je pense qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot et que ça c'est plutôt encourageant à l'heure où on ne construit plus d'aéroports et où on veut maintenir ce maillage. Olivier Rigolet, donc vous vous occupez des drones. C'est vous le patron des drones chez Thales. Il fonctionne. Il fonctionne. Attention à ce que vous allez dire, tout le monde va l'entendre. Donc vous êtes peut-être en pole position pour décrocher la première certification d'un drone civil. Un drone civil, oui. Peut-être, je ne sais pas, on s'en reparle dans 2 ans. Non, effectivement, aujourd'hui, les programmes drone Thales dans le domaine civil a fait d'énormes progrès, d'énormes avancées techniques et technologiques depuis 2-3 ans. Et ce qui nous a permis d'être en mesure de déposer auprès de l'agence européenne des dossiers pour l'obtention
d'un certain nombre de tampons de l'EASA, que ce soit des DVR ou des Type Certificates, allant du CL3 au CL6. Donc après, avec une mise sur le marché et une complétude de la... Juste une parenthèse, CL3, CL6, vous pouvez nous expliquer? Alors, je sais pas... avant que le chat se déchaîne. Hein, donc... Alors, apparemment, tout à l'heure, dans votre introduction, la SORA était tabou, ou en tout cas, il fallait s'en débarrasser. Toujours est-il que c'est ce qui existe aujourd'hui. Quand on veut parler de sécurité des vols sur des machines UAS drones. Et donc, aussi imparfaite qu'elle soit, c'est la réglementation qui est applicable aujourd'hui. Et donc, il faut qu'on puisse se conformer à cette réglementation. Et cette réglementation, elle part, entre guillemets, du presque plus bas niveau, juste au-dessus du drone de loisir, avec des niveaux de sécurité requis qui sont qualifiés par une échelle de 1 à 6 au niveau de SAIL, et qui vont jusqu'au niveau du CL6, qui est juste en dessous de la catégorie certifiée, des aéronefs certifiés. Alors, même si on se trouve avec un CL6 en dessous du niveau de ce plafond de certification, malgré tout, les machines, pour un niveau de CL6, ont la nécessité aujourd'hui, d'après la réglementation, d'obtenir un certificat de type auprès de l'EASA. Donc, c'est le but ultime que nous nous sommes fixés dans Thales sur les drones civils pour pouvoir mettre sur les marchés des machines qui soient aptes finalement à réaliser tout type de mission qu'on a commencé à discuter avec M. Pinet tout à l'heure dans le cadre de l'inspection industrielle, mais qui sont aussi des machines qui ont vocation à s'intégrer à terme dans un espace aérien partagé avec d'autres usagers. Donc voilà, c'est ce niveau-là. Donc après, par rapport à la SORA, pour répondre un petit peu à la boutade d'introduction, la problématique n'est pas forcément la SORA en tant que telle, la réglementation, la manière dont elle est écrite. La problématique, c'est quel est l'enjeu, quel est l'objectif derrière la SORA à laquelle on veut répondre à travers cette réglementation. Quand on dépouille un petit peu cette documentation, mais en fait elle est relativement pragmatique dans son approche, c'est qu'elle propose une évaluation de deux risques qui nous concernent au plus haut point. C'est un risque, comme on en a parlé tout à l'heure, de collision air et un risque de collision du sol. On va me dire tout objet ayant été un jour mis en vol retombe à un moment donné sur Terre. Donc il faut pouvoir gérer ce retour sur Terre de manière appropriée. Et la SORA propose une méthode. Est-ce qu'elle est parfaite? J'en sais rien. Mais en tout cas, elle a le mérite d'apporter un premier niveau de réponse. Et aujourd'hui, on se conforme à cette réglementation. Donc, par rapport à ce risque R, typiquement, tout à l'heure, on avait, on va dire, un jeu de questions-réponses pour jouer à opposer les senseurs à bord du Detect and Avoid, du FLARM, de la DSB, tout ce que l'on veut, ou de la gestion par U-Space, la vision stratégique, la vision tactique. En fait, je pense que la réponse qui va s'imposer à terme, c'est de toute façon, comme aujourd'hui dans n'importe quel aéronef autorisé de vol, ce sera simplement une combinaison des deux, puisque on ne sera, même avec de U-Space, jamais à l'abri d'une intrusion d'un aéronef qui n'aura aucun équipement à bord, un petit planeur, un petit ULM, un parachutiste qui passe dans le coin alors qu'il n'aurait pas dû être là. L'an dernier, nous traquions des petits chapeaux jaunes en campagne dans une ZRT, et pourtant on a été survolé par un avion d'aviation générale. Et en fait, après enquête, le pilote, qu'il ne faut pas forcément blâmer, mais il faut se poser la question de savoir pourquoi il a réagi de cette manière-là. En fait, le pilote n'a tout simplement pas réussi à aller au bout de l'ensemble de la liste des NOTAM qu'il avait à gérer le jour de son vol. Donc la question qu'on peut se poser aussi, c'est finalement, on travaille beaucoup dans notre écosystème drone, drone UTM, mais la question aussi, c'est qu'est-ce que ça doit changer, qu'est-ce que ça va changer dans les autres utilisateurs du ciel, et comment eux-mêmes font aussi un pas vers nous, puisque nous faisons un maximum d'efforts pour aller vers eux en termes de cohabitation en bonne entente, comment eux aussi vont être obligés de s'adapter à nos nouveaux modes de mobilité, que ce soit des drones, que ce soit des eVTOL, pour que la coexistence se passe dans les meilleures conditions possibles et pour qu'à la fin on ait finalement une acceptabilité sociétale de l'ensemble de ces nouveaux usages.
Alors, le drone que vous êtes en train de développer et qui devrait être certifié peut-être l'année prochaine, l'UAV 100, dont on pas dans les calendriers de l'AESA, dont on peut voir un modèle à l'échelle 1,5, hein, c'est ça. Vous le développez avec le même esprit que si c'était un aéronef piloté, c'est avec la culture de l'aéronautique. C'est exactement ça. Et tout simplement parce qu'aujourd'hui, encore une fois, l'objectif profond de la SORA, de la réglementation, c'est la gestion du risque. Et la gestion du risque en aéronautique, c'est comment ne pas tomber, ou en tout cas, si on a besoin de se poser à un moment donné au sol, comment on le fait dans le respect de l'écosystème qui nous entoure au moment où on va se poser. Alors, on n'a pas la charge d'un équipage ou d'un passager qui se trouvera à bord de l'aéronef, mais je dirais presque que la charge elle est pire, puisque en fait on va mettre en implication, on va impliquer des personnes qui au départ ne sont pas concernées par la mission, par le vol de l'aéronef. Tous les gens qui sont au sol, qui sont potentiellement survolés par ces aéronefs, ils n'ont rien demandé. Ils sont juste là et ils ont quelque chose qui leur passe au-dessus de la tête. Et ben nous, notre devoir, c'est simplement de faire en sorte que ce qui leur passe au-dessus de la tête, ils aient la garantie, l'assurance que s'il a besoin de se poser ou de tomber, il le fasse dans des conditions maîtrisées de sécurité, en dehors de tout risque pour les populations et pour les biens. Merci. Donc ça fait presque un peu plus d'une demi-heure là qu'on n'arrête pas de se poser des questions. Est-ce que l'ONERA peut aider l'industrie à répondre à toutes ces questions, Fabrice Cusieux ? La réponse est oui. La réponse est plein de questions et donc du coup il va falloir travailler sur plein de réponses. Mais en effet, donc l'ONERA, qui est un établissement public de recherche, a quelques missions à ce titre-là, dans les domaines de l'aéronautique, et notamment d'expertise pour l'État, et puis aussi d'accompagnement des industriels sur le développement des solutions. On l'a vu au travers des différents intervenants, et je trouve que le panel, je suis super content. Franchement, je ne sais pas si tu as participé au choix. Pas du tout. Moi, non. Les responsables sont par là, mais je ne vais pas les dénoncer. Hein. Non, mais je félicite les responsables, parce que c'est vrai que, du coup, ce qu'on voit, c'est qu'en tout cas, on a besoin du drone, ok, c'est des premiers besoins qui sont ici bien énoncés. On a la volonté en fait que ces drones apportent des solutions qui sont viables pour tous, acceptables de tous. Et pour ça, on veut le faire en toute sécurité, l'insérer donc dans l'espace aérien avec les moyens, que ce soit au niveau de l'aéronef lui-même, que ce soit au niveau de l'insertion dans l'espace aérien en toute sécurité, mais en fait finalement aussi des infrastructures et donc de l'ensemble des parties prenantes. Et l'ensemble des parties prenantes, comme mon collègue de gauche l'a précisé, c'est y compris nous tous. On veut d'un point de vue société que le drone nous rende des services et qu'il le fasse, on va dire, de manière cohérente avec les attentes du public. Donc pour répondre à l'ensemble de ces questions, eh bien en effet, on accompagne, alors sur le Detect and Avoid, en partenariat justement avec Thales, on accompagne non seulement au-delà du coopératif qui a été montré, mais aussi sur le non collaboratif, puisque si on veut accompagner, et on accompagne aussi en effet les partenaires sur les développements des capacités U-Space, il y a une vraie question aussi de se dire, ok, je vais avoir des solutions, mais à terme, si je veux développer le U-Space, c'est finalement pour qu'on puisse utiliser en toute sécurité sur toutes les classes d'airspace. Et donc, finalement, les solutions, qu'elles soient du domaine du U-Space ou, comme on l'a dit, lorsque l'on a des aéronefs qui peuvent venir par mégarde dans ces espaces et donc qui ne sont pas forcément équipés, il va falloir être, comme je le disais à l'instant, par exemple, d'être capable de développer des solutions non collaboratives. Tout ça, il va falloir pouvoir le garantir donc, avec l'objectif de mission, parce que c'est un grand enjeu, finalement, pour le drone. Avant tout, ce qu'on veut, c'est remplir un objectif d'opérabilité. C'est être capable d'avoir notre appareil qui est disponible, qui va pouvoir rendre sa mission. Et donc c'est pour ça aussi qu'on essaye d'accompagner un certain nombre d'acteurs sur les donneurs d'ordre qui ont des besoins. Donc SNCF Fatal Matrice, RTE par exemple, pour donner un exemple. Désolé, c'est pas avec vous. Moi, je veux bien travailler avec vous d'ailleurs. Mais donc du coup, on essaye d'accompagner aussi de ce point de vue-là pour essayer de développer les solutions qui soient performantes,
Donc une fois qu'on les a insérées, il faut qu'elles soient performantes et qu'elles rendent le service. Avec les infrastructures, c'est aussi justement, par exemple, je vois, il y avait une étude à laquelle on a participé qui s'appelait ASPRID au niveau européen, où c'était en anticipation. Tu mentionnais la problématique de sécurité. Ben, en fait, tu le sais très bien, sur les zones aéroportuaires, vous avez un grand nombre d'intervenants. Il y a le contrôle aérien, c'est une évidence. Mais là, vous allez avoir les opérateurs drones, vous allez avoir les services de sécurité, puisque si jamais il y avait un incident à traiter. Et donc, du coup, ça a été aussi l'occasion, par exemple, au travers de ce travail, de se projeter sur et qu'est-ce qu'on fait si on avait tous les services à disposition, de façon à ce que l'ensemble des parties prenantes aient une vision cohérente de la situation, partagée de la situation, et puisse intervenir dans le meilleur délai et de la meilleure façon, de manière coordonnée. Donc voilà un petit peu tout un panel sur lequel on accompagne. Et puis ensuite, du côté donc de la DGAC, on essaye de les accompagner depuis maintenant 2012 et la volonté qui a été marquée par la DGAC justement d'accompagner au mieux l'expansion en fait des drones. Et pour ça, par exemple, quand on parle de sécurité, on a une étude, par exemple, Grand Impact Study, où on essaye d'aller un petit peu plus loin, le camp plus loin, c'est-à-dire de regarder les dangerosités, de létalité, de bien comprendre quels sont en fait les mécanismes qui vont être mis en jeu. On voit qu'au niveau de la réglementation, on nous demande d'évaluer la quantité d'énergie transmise. Oui, mais comment on va l'évaluer concrètement ? Comment en fait cela, sur ce critère qui est un critère chiffré, cela va impacter le risque réellement à la personne ? On essaye d'accompagner aussi sur les différentes technologies, justement, type géocaching dont on va avoir besoin, géofencing, on va dire les systèmes de navigation avec tout ce qui est d'un haut niveau d'intégrité. Et puis derrière, comme je disais, pour rendre le service, de plus en plus d'intelligence dans nos drones. De l'IA, c'est un nouveau défi aussi, parce qu'il va falloir le certifier, il va falloir le qualifier. Voilà un petit panel des sujets sur lesquels nous essayons d'accompagner et l'État et les industriels. Merci bien pour cet état des lieux. Donc avant de passer à la suite, comme promis, si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais. Oui, bonjour François Massias, Drone Dev Consulting. J'avais une question je voudrais savoir si vous pourriez évoquer les travaux en cours ou à venir sur la détection d'oiseaux ou d'ovnis pour gérer l'anti-abordage ou l'anti-collision par des drones qui évidemment ne sont pas équipés de transpondeurs. Oui, parce que dès l'instant où il s'agit d'éviter, c'est vous. En fait, là, on est dans... j'aime bien le mot tactique versus stratégique dans l'approche de Amine, merci. Et dans une approche stratégique, je suis dans une approche tactique. On voit ça dans le monde militaire aussi, cette dualité est assez intéressante. Donc là, on est dans le tactique. Comment éviter les oiseaux ? Alors en fait, je vais vous répondre un petit peu par le haut. Les solutions évoluent. Donc à ce stade, le TICAS fonctionne actuellement avec un système coopératif. Une des évolutions de la CAS, c'est d'aller également vers des capteurs non coopératifs. Donc on va appeler ça comme ça, j'essaierai d'être un peu plus clair. Justement pour pouvoir détecter des objets qui ne sont pas équipés de MODES. Voilà. Donc ça fait partie de la norme ACAS. On est donc sur des capteurs non coopératifs. Donc comme disait Fabrice, on travaille avec l'ONERA sur un capteur non coopératif pour la prochaine génération. Qui ressemble à l'esprit d'un radar, si vous voulez. Voilà, ça va être ça. Après, il y a d'autres capteurs non coopératifs. J'ai une société avec qui on travaille, qui travaille sur une boule optronique également. Donc voilà, ça va être typiquement le genre de choses. Après, je voudrais dire aussi, c'est que actuellement, notre approche est assez drone de certaines tailles. Lorsqu'on va descendre en taille, probablement, il y a des questions qui se poseront, d'autres niveaux, d'autres problématiques, etc. Et d'autres types de senseurs de type conspicuity qui seront ajoutés. Bon, voilà. Donc, dans César Wave 3, typiquement, on va aussi étudier l'ajout d'autres types de senseurs. Voilà. Ça répond un peu à votre question ? Oui, assez complètement, oui, sur les radars et les boules optroniques. Alors, pour les drones, ils sont presque souvent tous équipés de capteurs d'imagerie, et donc ça rajoute pas beaucoup de poids, pas beaucoup d'énergie de pouvoir traiter l'image. Et est-ce que des travaux avec l'existant sont en cours ?
Alors, nous, on travaille donc dans le cadre des projets dans lesquels on travaille, justement. Je ne sais pas si je peux nommer la société. Oui. Ouais. On travaille donc avec Safran, si vous voulez. En plus, c'est une société respectable. Respectable, ah oui, clairement. Ouais, tout à fait. Donc, c'est eux qui travaillent justement sur la boule optronique du capteur non coopératif, dans un cadre d'un projet européen de type un peu plus défense. Après, excusez-moi, juste pour compléter, c'est vrai que le besoin, ça demande malgré tout une évolution de ces boules optroniques actuelles, de manière à fournir les informations au format attendu pour le système detect-no-void. Okay, mais c'est une évolution entre guillemets type logiciel, je pense, même si c'est pas ma partie. Avec le pilote automatique aussi. Pardon ? Un interfaçage avec le pilote automatique et donc une certification de l'ensemble, parce que si on détecte et qu'on évite, il faut faire une manœuvre d'évitement et donc c'est le pilote automatique qui va le commander. Donc il y a une approche système à prendre en compte également. Ouais, alors à ce stade, on est plus sur une approche, je voulais, complémentaire pour le pilote, de fournir une information complémentaire. Mais c'est vrai que quelque part, il y a une évolution il y a une évolution qui est envisagée effectivement pour s'intégrer avec un pilote automatique et faire les collisions automatiques. À ce stade, on est plus sur une GUI additionnelle pour le pilote au niveau du GCS. Je m'appelle Tristan de eCinematics. Vous parlez d'un complément pour le pilote avec votre système, mais pour le système dont l'autre monsieur parle, pour l'autopilote, ça n'enlève pas le côté éthique et la décision du pilote derrière, parce que si c'est un complément du pilote, il reste une composante humaine. Mais si on enlève cette composante humaine... j'ai pas été clair probablement. En fait, c'est pour ça que je disais ça comme ça. Si vous voulez, dans un premier temps, l'approche actuelle, en réalité, c'est une GUI supplémentaire pour le pilote. C'est pas intégré avec le pilote automatique. Maintenant, c'est vrai qu'avec le temps, ça aura du sens de l'intégrer au pilote automatique. Une fois qu'on aura résolu les problématiques d'éthique, etc. Voilà, c'est clair. Donc c'est pour ça que je voulais dire, ça va être phasé. Dans un premier temps, on est plutôt sur décision du pilote, avec une aide visuelle. En fait, si j'ai rajouté un petit point, c'est vrai que dans un premier temps, c'est déjà détecter la menace. Deuxième temps, c'est de l'identifier. C'est un petit peu finalement comme pour la lutte anti-drone, d'ailleurs, de ce point de vue-là. Parce que du coup, la manœuvre, elle sera adaptée en fonction de la menace, en fonction de son évaluation. Est-ce que c'est quelqu'un qui, en fait, en réalité, au départ, est potentiellement collaboratif ? Si c'est le cas d'un oiseau, je ne suis pas certain qu'on puisse lui demander. En tout cas, moi, je ne parle pas le piaf. Mais toujours est-il que si vous voulez interagir ce coup-ci avec le niveau de l'autopilote, en effet, vous allez donc baser sur, par exemple, une reconnaissance qui pourra donc faire appel à l'algorithmie IA, par exemple, si on part sur de l'opto. Et donc, de ce point de vue-là, ça veut dire aussi, et c'est pour ça qu'on travaille, sur le besoin de certifier ces IA. Donc il y a des travaux, il y a toute une feuille de route, je vous invite à regarder du côté de l'EASA, sur les besoins d'aller certifier les algorithmes d'IA. C'est des travaux qui sont aussi en cours chez nous, auxquels on participe avec l'ensemble de la communauté européenne, pour justement, à terme, être en capacité donc d'avoir des prises de décision qui seront limitées aussi. On pourra, par rapport à la dimension éthique que vous mentionnez, imposer des garde-fous, pour que cet évitement soit uniquement l'évitement et pas une autre prise de décision qui, elle, serait contraire à l'éthique. Rajouter un petit quelque chose, effectivement. Tu touches le point de l'IA, la certification, etc. Juste pour clarifier un petit peu. Alors, côté AKSX, on n'est pas, l'algo, il n'est pas du tout basé sur un algo IA en lui-même. Ça n'empêche pas que ça pourra évoluer dans ce sens-là. Mais ce n'est pas l'esprit. En fait, dans la façon dont le MIT approchait la chose, c'est qu'ils ont modélisé les vols, l'espace aérien, etc. Et ils ont fait des tables qui permettent, suivant certaines situations, proposer un évitement. Mais c'est complètement prédictif. C'est des tables, entre guillemets, statiques, même si elles peuvent évoluer. Ce qui, quelque part, facilite la certification. Parce que moi, j'arrive avec mon produit, je dis j'ai l'algo DA, c'est simple. Il me propose des scénarios en input. En sortie, ça va exactement ce que je dois donner. Donc ça permet, à ce stade, de répondre à ces problématiques de certification. Voilà, juste pour compléter.
Oui, bonjour, Louis Deroux, Aerospace Valley. Une question qui n'est pas très technique, mais qui va dans le sens de la vision 2035. On parle beaucoup de possibilités de vol assisté, donc avec le pilote toujours dans la boucle. Mais à quand le pilote donc, qui ne serait plus dans la boucle là, du vol, et donc plutôt le vol autonome? Qui se mouille là? Alors, vol autonome, je ne sais pas, il faudra définir ce que ça veut dire autonome. En tout cas, on est en train d'aller vers les vols surveillés. C'est-à-dire, on est en capacité aujourd'hui, la réglementation le permet, il y a un certain nombre de drones qui aussi sont certifiés pour ça, d'avoir un drone in the box, de pouvoir faire décoller, faire atterrir un drone pour des besoins de livraison. On en a expérimenté quelques-uns, notamment nos amis hollandais sont assez au point là-dessus. Et par contre, il y a toujours un besoin d'avoir de la surveillance sur une IHM tactique, pour le coup, pour pouvoir avoir la main, pouvoir prendre la main sur le drone. Et je complète juste par rapport à ce que Laurent disait tout à l'heure. Effectivement, aujourd'hui, la responsabilité de sécurité reposera toujours sur le télépilote ou le surveillant en cas de drone surveillé, c'est-à-dire que ce soit les systèmes embarqués qui sont, donc, si j'ai bien compris, déterministes en termes de manœuvres d'évitement, que ce soit les systèmes au sol, sont là pour donner ce qu'on appelle des advisories, à l'image de ce qu'en font les systèmes ATC, dans la gestion de trafic aérien. On donne des propositions aux télépilotes, et c'est aux télépilotes après de prendre cette advisory d'évitement et de l'appliquer à son plan de vol pour faire l'évitement, ou de prendre l'alerte du contrôle aérien pour faire atterrir son drone ou pour changer son plan de vol. Et si ce n'est pas télépiloté, il faut toujours avoir un surveillant, une IHM de surveillance qui est en charge d'intervenir dans les situations de contingency. On ne sait pas aujourd'hui, à ma connaissance, la réglementation n'est pas permissive pour pouvoir faire du vol de 100% autonome sans surveillance et sans humain dans la boucle pour rassurer justement l'ensemble des parties prenantes, y compris les populations, sur les risques de sécurité en cas de problème. Juste pour compléter, en fait, une partie de la réponse à la question, on l'a déjà commencé à l'aborder dans la réponse à la question précédente sur l'accès à l'autonomie, qui finalement, pour moi, n'est pas un problème strictement lié au drone. C'est déjà le problème de l'aviation générale, et ne serait-ce que la première question qu'on se pose, c'est ce qu'on partageait là rapidement, c'est d'abord qu'on commence par se définir ce que c'est que l'autonomie. Aujourd'hui, moi je considère que, en tout cas pour mes applications drone que l'on a chez Thales dans le civil, on est sur des machines qui sont automatiques, c'est clair. Par contre, de là à dire qu'elles sont autonomes ou qu'elles seraient autonomes, à quelle échéance, sur la base de quel asset technologique, est-ce que c'est de l'IA, est-ce que c'est autre chose, je n'en sais rien. Et bien malin celui qui pourra s'engager sur une date aujourd'hui, quand on sait que, je pense, la plupart des avionneurs, au moins en France et en Europe, travaillent ardemment ce sujet. Et on voit bien que, ne serait-ce que le concept de Single Pilot in Cruise ou Single Pilot in Operation, tous les ans glisse sans frottement de quelques années. Voilà. Merci Olivier. Alors avant de passer à la deuxième partie, je vous rappelle, donc, et surtout à l'attention de ceux qui nous rejoignent sur Jumpseat, sur Twitch, que vous suivez actuellement la table ronde organisée dans le cadre de l'UAV Show, le grand rendez-vous européen du drone civil professionnel. Donc nous sommes en direct du parc des expositions de Bordeaux, et avec nous autour de la table, vous avez donc Simon Drechel, le directeur de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, Michel Pinet de GRT Gaz en charge des drones, Laurent Berciot chez Thales, Amine Carré d'Innov ATM, Fabrice Cusieux, directeur drone des programmes drones à l'ONERA, et Olivier Rigolet, le directeur des drones du programme drone chez Thales. Alors, la deuxième partie, je vais presque l'introduire avec une réaction d'un de nos viewers sur le chat qui se réjouit, qui dit que bientôt on va pouvoir utiliser des drones, du moins Amazon va bientôt pouvoir utiliser des drones pour livrer mes slips. Le chat est toujours surprenant, mais il nous ramène aux réalités, parce que
on rit là, mais moi pendant des années, j'ai entendu, on m'a parlé de drones qui allaient livrer des pizzas ou des cartons de bière. Aujourd'hui, on n'en parle plus là. C'est la 4e table ronde. On est devenu sérieux et et c'est peut-être le signe parce qu'on est proche d'avoir atteint l'objectif, d'avoir atteint le but, qu'on commence à être un petit peu plus réaliste. Et donc, je vais tester votre réalisme, messieurs. Votre réalisme. Alors, on a la chance d'avoir que des ingénieurs sur cette table ronde. On aurait des communicants. On continuerait à rêver de drones, du LM, d'IVTOL qui nous emmènerait faire des trucs extraordinaires. Par exemple, se déplacer en taxi volant au-dessus de Paris pendant les Jeux Olympiques. Je ne sais pas, vous voyez, des trucs comme ça. Mais là, on est entre gens sérieux. Et donc, chacun à votre tour, là, pour finir cette table ronde, comment vous voyez les 10 prochaines années ? À toi l'honneur, Simon. Pas évident. J'aimais bien la réflexion que tu menais tout à l'heure sur le fait qu'il y a un besoin. On sent tous qu'il y a un besoin et on est tous mobilisés pour le travailler. Nous, à l'aéroport de Bordeaux, on est en lien avec le territoire. On parle aux élus, aux communes riveraines, on essaie de s'intégrer du mieux possible. Et on sent naître ce besoin, notamment sur l'aviation d'affaires, vaste sujet, c'est pas ce qui nous occupe aujourd'hui, mais des applications sur des petites distances qui sont difficiles à faire avec de l'aviation d'affaires parce que peu acceptée, avec des hélicoptères tels qu'on les connaît parce que peu acceptés, que ce soit du tourisme, que ce soit pour le domaine viticole. On a des applications qui nous remontent et qui sont très très intéressantes et qu'on a envie de travailler. On a vraiment envie de travailler ça. Le bassin d'Arcachon peut être une application extraordinaire pour une mobilité qui est verte, une mobilité électrique, etc. Donc, encore une fois, on est un partenaire de confiance dans le sujet. On ne travaille pas techniquement les machines, mais on veut préparer l'infrastructure et puis faire remonter tous ces cas d'application pour lesquels le territoire est prêt. On sent qu'on a une vraie appétence pour tout ça et on a envie de le travailler. Donc, on n'a qu'une hâte, c'est que les machines soient prêtes et qu'on puisse rentrer dans le dur. Voilà. Mais c'est vrai qu'on observe aujourd'hui, tout ça sans pouvoir influer sur la date précise de vol de ces machines-là, quoi. Et au niveau d'un gestionnaire de réseau, les 10 prochaines années, vous les voyez comment ? Alors, vous me permettrez de rebondir sur le slip. Parce que qui dit « je veux livrer des slips » dit qu'il faut que ce soit pas cher. Oui. Voilà. Et la notion de coût est très très importante. Il faut bien réfléchir à qu'est-ce qu'on va adresser comme marché derrière. Et il faut que le coût d'utilisation du drone soit plus intéressant pour l'industriel que les coûts des moyens actuels. Sinon, on ne se posera pas la question de changer, clairement. Par contre, après tout ce qui a été dit, comment je vois l'avenir dans les 10 prochaines années, c'est poursuivre nos efforts et nos expériences en utilisant à chaque fois qu'un verrou réglementaire va être levé, les possibilités d'aller voler encore un peu plus loin, encore un peu plus facilement. Et je verrais bien le cas d'usage détection de gaz pour laquelle on utilise un hélicoptère, ce qui est le plus pénalisant aujourd'hui, pour continuer à s'améliorer sur ces technologies-là. Parce que sur l'aspect surveillance, on a un gros boulot d'IA développé pour la reconnaissance des menaces. Parce qu'on aura besoin de quelque chose d'autonome à ce moment-là. Peut-être pas dans le vol, quoique, ça me plairait bien. Mais au moins dans la partie analyse de la donnée, parce qu'on ne va pas payer quelqu'un devant un écran pour suivre un film qui défile. Donc il faut absolument un système intelligent à bord. On continue dans l'ordre. Laurent. Oui, merci. Donc en fait, oui, je suis ingénieur. Mais en fait, je suis marketing, donc il y a quand même les deux aspects. Donc j'avoue que l'idée d'aller au travail en taxi volant et d'éviter les bouchons, ça, j'avoue que ça me fait rêver. Bon, à part que ça, c'est le marketing qui parle. Ouais, et l'ingénieur, voilà, qu'est-ce qu'il dit ? En fait, donc voilà, vous avez aussi compris que j'ai un prisme très par rapport à mon métier. Et je voudrais aussi rebondir par rapport à ce qui était dit sur les aspects tarification, soyons clairs. Donc actuellement, encore une fois, dans mon domaine, ce qu'on voit, c'est une approche de ce dont je parlais à CAS avec une solution qui est une amélioration nette par rapport au TICAS, clairement. Il y a un facteur 8 sur le swap, on va vers le green, etc. Oula, vous pouvez le redire en français, là ? Oui, pardon. Swap, green. Oui, excusez-moi, je fais quelques raccourcis.
Je ne voulais pas en passer 2 heures non plus. Donc Non. Mais le swap, c'est le size, weight and power. Donc globalement, c'est la taille des produits, le poids du produit et la consommation électrique. Donc l'idée, c'est effectivement, quand vous avez les produits TICAS aujourd'hui, avec des solutions futures, on va diviser par 8 le poids, notamment le poids, c'est ça qui est déterminant. Et pourquoi je parle de green ? Donc les gars de chez nous qui regardent les aspects green et l'impact carbone, en fait, ont étudié un peu les différents paramètres des produits, qu'est-ce qui influe sur l'impact carbone, et on voit qu'en number one, en priorité, c'est le poids de l'équipement qui joue. C'est pour ça qu'en fait, on travaille cet aspect-là. Donc, ok, réduction du poids, et puis ce qui va avec la réduction de poids, c'est la réduction de prix, soyons clairs. Pas forcément du même facteur. Et donc, je voudrais tirer en fait à partir. Ça, c'est ce qu'on voit actuellement, et ça va y venir sur des drones d'une certaine taille, etc. Et c'est à peu près net. La difficulté, c'est effectivement l'étape d'après sur des drones beaucoup plus petits. Et là, c'est plus challenging. Donc, je retombe encore sur ce que je disais tout à l'heure autour de la casse. Les US, ils ont un dernier parfum de la KSX qui est le SXU, qui n'est pas retenu par l'Europe. Probablement, il y aura des évolutions dans ce domaine également pour pouvoir encore adresser des drones plus petits. Après, je ne pense pas que tous les drones soient équipés de ce genre de choses, soyons clairs, mais ça permettra de réduire, d'augmenter donc la sécurité de ces trucs, permettre de faire plus de choses, et donc voilà, et tout ça dans un esprit de tarif plus compétitif. J'espère que j'ai été clair. Oui, très très clair. Hein. De toute façon, si vous n'avez pas été clair, ils poseront des questions. Quoique. Pas beaucoup de questions cet après-midi. Hein. Une ? Eh bien alors, avec plaisir. Laurent Saint-Espe pour les ailes de la gendarmerie. On a vu l'intensification du trafic aérien. Il suffit de regarder, se pencher sur la carte, les genres de carte Flight Radar. Actuellement, on voit le trafic aérien des liners, on sait ce qui se passe maintenant dans les basses couches. On a les drones qui en remettent une couche. On va avoir les engins eVTOL pilotés ou télépilotés ou non. Est-ce que donc on réfléchit sur des systèmes d'équipement style transpondeur et IFF pour donc à la technologie pour séparer les trafics. On réfléchit à la séparation dans l'espace. Donc avec le contrôle aérien. Mais actuellement, est-ce qu'on réfléchit à la saturation de l'espace ? Est-ce que... parce que bon, par l'aéroport, un avion de ligne, il ne peut pas atterrir tant que l'autre n'a pas dégagé la piste. Mais si on met du trafic drone qui croise aussi les axes, on peut imaginer ça, ou qui survole la ville, il y a une notion de saturation de l'espace. Qu'est-ce qui est admissible ou qu'est-ce qui n'est pas admissible actuellement ? Est-ce qu'il y a des réflexions sur ce sujet ? Mine Carré ? Oui, alors je vais juste donner quelques éléments de réponse. Je ne suis pas sûr d'avoir tous les éléments, enfin de loin de là. Je vais essayer de répondre aux deux questions en même temps en termes d'évolution de marché et est-ce qu'on va aller vers une saturation de l'espace. Quand on regarde l'évolution de marché, il y a une évolution, il faut regarder ce qui s'est passé dans les années, quelques années qui sont derrière nous. Effectivement, on a assisté à un boom. Il y a eu un certain nombre de rêveurs, de marketeurs, de communicants qui nous ont raconté plein de choses sur l'évolution de marché, sur la taille du marché du drone. On a tous vécu au début de cette année la régression qui était de plus de 50% sur les prévisions de la taille du marché du drone à horizon justement 2035. Là, on revient sur des choses, on est en train plutôt de revenir sur des choses qui sont réelles, qui sont rassurantes et qui sont pragmatiques. Donc, ce boom, on l'a vu dans le nombre d'acteurs télépilotes de drones, dans le nombre d'acteurs de centres de formation, dans le nombre d'acteurs de sociétés qui s'intéressent à fournir des services par le drone, mais aussi de constructeurs, mais aussi de fournisseurs de services de navigation aérienne. Et puis, on est en train, à mon sens, de vivre une consolidation de ce marché-là au niveau des acteurs, mais aussi au niveau de la réglementation, on en a parlé, l'arrivée des U-Space, mais aussi au niveau des cas d'usage.
Il y a des cas d'usage qui nous ont fait rêver. On revient au slip du monsieur qui veut faire livrer par drone. Pourquoi ça ne s'est pas fait? Là, pour le coup, ce n'était pas forcément un verrou technologique, parce qu'on pouvait faire ça avec du DJI, ça se faisait très bien. Par contre, il y avait un problème économique. Aujourd'hui, quand on a une évolution ou quand on a une révolution, c'est qu'on est en train de résoudre un problème. Et généralement, le problème principal de chacun d'entre nous, c'est qu'on dépense trop d'argent et donc on veut réduire les coûts ou en gagner plus. Et si on n'arrive pas à réduire des coûts de livraison, on n'ira jamais vers du drone. Donc pour répondre à la question, je pense que les cas d'usage sont en train de se consolider. Les derniers KPI que nous avons côté InnovaTM, c'est que le nombre de vols de drones est en train de baisser plutôt que d'augmenter, surtout dans la data. Par contre, il y a des vols à longue élongation, il y a des vols de livraison qui sont en train de se développer. Donc on est en train de chercher des vols qui sont efficaces, qui nous font gagner de l'argent, qui réduisent les risques de sécurité, plutôt que de développer des cas d'usage qui nous ont certes fait rêver à un certain moment, mais qui ne résolvent pas réellement des problèmes et qui n'apportent pas de solution économique au développement espéré de la filière. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, tout à fait, oui. Oui, et vous n'avez pas répondu à ma question. Vous voyez comment dans les 10 ans à venir? Est-ce que vous allez installer des autoroutes à péage un peu partout? On est en train, en tout cas, on y travaille. Comment on voit les années à venir? Un développement de la filière, comme je disais, on a eu la chance de pouvoir opérer en Europe et en Afrique. Les Africains ont commencé par résoudre leur problème, qui est un problème d'infrastructure. Et donc, pour résoudre le problème d'infrastructure, ils ont développé des autoroutes du ciel pour faire du transport. Parce que ça résout un problème. Parce que c'est trop cher de faire transporter des marchandises par les voies habituelles, pour des problèmes d'infra, encore une fois. Et donc, ils ont mis en place des autoroutes. Nous, on a commencé par développer la filière drone pour les data, pour aller chercher de la photo, de la vidéo, pour de l'agriculture, etc. On est en train aujourd'hui d'évoluer vers, comme je disais, une consolidation de marché. Le transport par drone, côté InnovaTM, on le voit arriver, plutôt dans le médical. Pourquoi plutôt dans le médical? Parce qu'on résout encore une fois une problématique d'urgence, qui n'est pas forcément dans la livraison de pizza, même si on aime bien manger des pizzas chaudes, mais pas au point de débourser 20 € pour une livraison. Donc le transport médical, d'ici 2025, c'est quelque chose qui va commencer à se développer. Aujourd'hui, il y a des laboratoires d'analyse avec lesquels on mène des projets, plus de 150 projets en France de couloirs aériens médicaux qui sont en train d'être étudiés. Donc c'est une réalité qui vont commencer à arriver à partir de l'année prochaine. Et qui répondent à quel besoin ces couloirs? Un besoin d'urgence de livraison de prélèvements biologiques. D'accord. Et il y en a suffisamment pour justifier la création de couloirs spécifiques dédiés aux drones? Clairement, on résout suffisamment de problèmes pour pouvoir investir et créer ces couloirs spécifiques pour le drone, que ce soit des problématiques opérationnelles, mais aussi des problématiques économiques. Et donc là, on est loin des slips de Ritalac. On n'est pas sur la même thématique, effectivement. Et ça peut aussi résoudre la problématique de l'acceptation sociale qui a été évoquée tout à l'heure, parce que là, effectivement, ça permet évidemment d'apporter des soins à des zones qui sont désertifiées. Ça permet d'accompagner nos compatriotes dans les démarches de soins qui sont les leurs. Et après, le transport eVTOL et les taxis volants, est-ce que c'est pour aujourd'hui? On a eu la chance de travailler avec notre actionnaire Aéroport de Paris sur la question sur la région parisienne pour les JO. Malheureusement, aujourd'hui, je pense qu'il est trop tôt pour pouvoir se projeter là-dessus. Alors, on peut faire de belles opérations de com. On peut ou ne pas. Est-ce qu'on la fera? Vous pensez que... Je pense qu'on est en bon chemin pour la faire. Je pense que la com, c'est pas forcément des opérations qui sont réservées aux Américains. On peut aussi se permettre de les faire de temps en temps. Par contre, il faut être réaliste. Aujourd'hui, on a des verrous qui sont technologiques, d'autonomie de ces machines-là, qui sont réglementaires aussi, qui sont sécuritaires. On est loin de pouvoir les résoudre. On a 6 mois pour les résoudre. Pardon ? On a 6 mois pour les résoudre. Non, mais enfin, l'expérimentation doit commencer au début de l'année prochaine. L'expérimentation aura l'effet estampé qui est l'effet waouh. Celui-là, on l'aura. Mais est-ce qu'on aura derrière une ligne opérationnelle qui tournera sur la région parisienne? Je ne pense pas. Donc ça arrivera peut-être 2035, ça me paraît ambitieux. Ouais. Pour arriver à quelque chose de 2024 encore plus. Ouais. 2024, pour une belle vitrine et un effet waouh à l'américain, je pense qu'on y arrivera. D'accord. Ok. Fabrice,
Hein, on est dans l'ordre, là, on continue. On continue dans l'ordre. Ouais. Donc, tu vois... Les 10 prochaines années. Voilà. Les 10 prochaines années ou 2035 ? Parce que les 10 prochaines années, pour faire ce premier élément de question, nous, on se place vraiment dans l'accompagnement, justement, comme je le rappelais, à la fois l'accompagnement pour l'État, donc sur la partie expertise, donc sur la partie réglementaire, les évolutions, c'est là où on essaye d'apporter nos soutiens pour développer les méthodes, les outils qui vont permettre à tout à chacun d'appréhender la réglementation, de se l'approprier, de résoudre justement ces questions, avec le bon outillage, les bonnes méthodes. D'accompagner en effet aussi les industriels, que ce soit donc sur leurs besoins, en effet sur les charges utiles, qui soient plus performantes, puisque à terme, ce qu'on veut, c'est que le drone devienne un outil, que tu puisses le prendre comme ton tournevis dans ta caisse à outils. Ça serait, je pense, le rêve pour tous. Mais tout ça, donc du coup, on a dit, ça va demander aussi des développements sur les technologies pour que justement l'opération de ces drones soit garantie en termes de sécurité, en termes d'acceptabilité, donc tous ces enjeux-là. Mais tu penses qu'en 10 ans, on aura le temps, les moyens de répondre à toutes ces questions ? Je trouve qu'en tout cas, il y a une vraie énergie qui dégage de la communauté, qui, comme tu le disais, justement, on rêve plus tellement de se faire livrer un slip. Mais par contre, justement, non, mais c'est vrai, on est devenu un petit peu plus sérieux, tu l'as mentionné, et à juste titre, je pense que maintenant, on a les axes sur lesquels on sait qu'on doit mettre nos efforts. Les ambitions et les lignes d'arrivée, elles ont été dessinées progressivement là, par les aspects réglementaires. On les finalise. Maintenant, du coup, les champions technologiques, on en a cité certains. Il y en a qui sont présents ici. Donc, par rapport à mon statut, je ne vais pas faire de pub plus pour les uns que pour les autres. Mais... plus vers la gauche, vers la droite. Ouais, voilà. non. Mais du coup, sans rentrer dans ce piège-là, donc non, on a les champions et je pense qu'on a vraiment, en tout cas, les qualités nécessaires, en tout cas, qui sont réunies dans l'écosystème pour répondre à ces enjeux et ces questions. Après, par contre, sur la question de la projection à 2035, c'est vraiment la question de se dire, cet objectif, que ça devienne un outil, il faut que ce soit quelque chose qui soit facile et qui s'intègre en fait finalement dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, vous prenez l'avion, vous ne vous posez pas la question finalement de comment ça a été certifié, est-ce que c'était dur la réglementation, est-ce que c'est acceptable ou autre. En effet, on se repose des questions maintenant pour le côté vert que tu mentionnais. Donc forcément, en fait, ce qu'il faut, c'est aussi qu'on se pose ces questions dès aujourd'hui pour la partie du drone, parce qu'on ne peut pas repousser non plus éternellement ces questions-là. Donc c'est vrai que l'acceptabilité, je vois, on travaille sur l'acceptabilité d'un point de vue acoustique, parce que tout le monde se dit, ok, c'est super, si mon voisin se fait livrer son slip, imaginons que la société le demande. Je veux avoir mes livraisons. Très bien. Mais sauf que si le drone va survoler mon jardin, est-ce que moi j'ai envie d'être gêné parce que mon voisin a commandé une pizza ou que sais-je ? Donc c'est aussi des questions sur lesquelles on essaye d'anticiper. Et là, du coup, c'est un petit peu cette projection où nous, on essaye en tant que centre de recherche, en tout cas avec un certain nombre de partenaires, aussi de se projeter sur cet après et se dire, OK, on lève les verrous réglementaires, on autorise ces actions qui rendent service à tout le monde. Maintenant, après, il faut que ça se fasse efficacement et pour le bien de la société. Merci. Olivier Rigolet, avant d'entendre vos prévisions pour 2035, je crois qu'on a une question. Ça fonctionne. Je vous remercie. Eh bien, je suis Johan Assouvi de Toulouse et donc j'ai une société iView Drone. Et du coup, j'avais plusieurs questions, donc pour M. Caraï, M. Pinet, M. Drichel et pour les messieurs de Thales. Donc, ouh là là, je vais vous laisser ma place là. Eh bien, je vous remercie. Du coup, je vais commencer avec M. Caraï. Comme vous l'avez mentionné auprès de M. Caraï, donc la vision à 2035, vous nous l'avez parfaitement dite et franchement, nous vous remercions. Et donc, du coup, ma question aujourd'hui serait de savoir, est-ce que les U-Space, vous envisagez, et vos équipes d'ingénieurs envisagent de les développer vers les dom-toms, vers les DROM et les départements éloignés du territoire? Merci.
Merci pour la question et ça me permet effectivement d'apporter une précision. Aujourd'hui, personne, en tout cas en France, la France a choisi de ne pas décréter la création du space. Ce n'est pas l'État, ce n'est pas l'autorité qui décrète la création du space. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays où en Suisse, par exemple, la FOCA a décidé de créer un use space au-dessus de Zurich. Ça ne sera pas le cas en France, ça sera toujours porté par un use case, par un cas d'usage qui le justifie. Comment un cas d'usage justifie un use space, soit par une justification économique, soit par une justification sécuritaire. On a parlé tout à l'heure de risque R. Si on a des opérations récurrentes qui introduisent un risque R qu'on n'arrive pas à atténuer avec un SORA ou qui est compliqué à atténuer avec un SORA, que ce soit compliqué techniquement ou économiquement, on mettra en place un use space pour le faire. Et donc oui, on a aujourd'hui des projets dans les dom-tom, j'en ai 3 au moins en tête, pour la création du use space pour des livraisons par drone. Vraiment, merci. Franchement, ce sera top et ce sera une grande avancée pour l'usage du drone et ses outils, les UAS, dans les dom-tom. Du coup, merci M. Caraï pour vos réponses. Monsieur Pinet. Oui. Il nous a prévenu, il y en aura pour tout le monde. Hein. Alors, Monsieur Pinet, donc, dans vos activités, j'aimerais savoir quel type de drone que vous utilisez dans l'inspection des réseaux de GRT Gaz et leur masse. Est-ce qu'il s'agit de modèles tels du DJI ou bien c'est quelque chose de monté par vos équipes? Alors aujourd'hui, il y a 2 cas d'usage. Il y a l'usage du drone effectif que l'on fait à GRT Gaz. C'est du DJI, hein, tout simple. On a une équipe de télépilotes qui est en train de grossir. On vient de passer à 14 récemment, j'en ai 8 de plus en formation. Par contre, pour la longue élongation, c'est forcément du drone plus gros. Et aujourd'hui, pour nos tests, on a utilisé un drone voilure tournante. Je ne sais pas si j'ai le droit de citer la marque. Si. C'est un drone belge de Flying Cam. Donc c'est un hélicoptère électrique qui fait 25 kg et avec lequel on était limité en autonomie en fait. On n'a pas pu faire la distance à cause de l'autonomie. On refait un test cette année avec le même constructeur, mais avec le drone plus gros qui fait 80 kg et qui fonctionne au kérosène pour 2h30 d'autonomie. Franchement, je vous souhaite du succès pour ces séries de tests à venir. Merci. Et merci pour votre réponse. Alors, Monsieur Dréchel, je vous vois. Alors, donc, concernant le projet à l'horizon 2035, pour le marquage au sol pour les drones et les drones transportant des personnes, je voulais vous demander, quel type de drones, justement, seront accueillis sur les aires de stationnement, les futures aires de stationnement des aéroports et des aéroports partenaires de l'aéroport de Bordeaux? Quel type de drone, ou bien, comme avec M. Pinet, quelle masse, hein, voilà. Alors c'est une grande question. Aujourd'hui, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas quel type de drone on accueillera. Je suis, comme tout le monde, les machines qui commencent à voler et les premiers prototypes. Donc absolument aucune idée de leur masse. Comme je l'ai dit, on prépare l'infrastructure et on ne veut pas être pris de court. Donc c'est bien. Il semble qu'on ait quand même du temps devant nous pour ne pas être pris de court. Mais aujourd'hui, la machine en tant que telle, on n'en sait rien. Voilà. Et c'est vrai que pour l'aéroport, aujourd'hui, l'utilisation du drone, on est comme n'importe quelle entreprise, on essaye de l'intégrer dans notre exploitation à nous. On n'en est pas encore au transport de passagers. Le drone, pour nous, c'est calibrer des équipements radioélectriques, c'est calibrer les fameux papilles de la piste. Ça, c'est les premiers projets et ce n'est pas toujours très économiquement viable. Donc on en est là en tant que société sur cette application drone. Le transport de passagers, encore une fois, c'est des premiers éléments, des prototypes de recommandations de l'agence de certification européenne. Donc c'est vraiment le tout début. Voilà. Donc je vois les mêmes choses que vous dans la presse spécialisée sur les machines qui commencent à voler et qui ont du potentiel. Et est-ce que je peux rebondir en vous posant, est-ce qu'à terme, enfin pas à terme, mais dès que ce sera en place, est-ce que la GTA va vous aider à régir, à réglementer tout ce trafic sur le tarmac? La GTA est bien implantée puisqu'elle a un rôle sur la gestion de la sécurité et de la sûreté vis-à-vis des drones. Et donc quand on mène cette expérimentation de surveillance de ce qui se passe autour de l'aéroport, de tous les vols drones, on a fait ça sur 3 mois, et ben on fait ça pour les acteurs qui nous entourent. Encore une fois, exploitants aéroportuaires, on ne gère pas l'espace aérien, mais on veut être un animateur, un partenaire de confiance, comme je l'ai dit, sur tout ça. Et donc on alimente la DGAC, la gendarmerie des transports aériens et tous nos partenaires économiques sur ce qui se passe
autour de l'aéroport sur les drones. C'est bien ça l'objectif, oui. Okay. Franchement, je vous remercie beaucoup pour cette réponse qualitative et puis je souhaite que ce projet puisse aboutir et que les Bordelais et Bordelaises puissent en profiter pleinement. Et enfin, messieurs de Thales, donc par rapport à la solution que vous avez mentionnée sur le TICAS et justement le matériau, son poids, est-ce qu'on peut dire, de vous à moi, et avec votre casquette marketing, qu'il s'agit là d'une solution qu'on peut qualifier de RSE, qui a l'ADN RSE de Thales? Enfin, je ne sais pas si ma question est assez claire, mais je veux dire, est-ce que le TICAS que vous envisagez pour les drones, est-ce qu'on pourra le qualifier d'avancée technologique en RSE? Est-ce que, enfin, je veux dire, excusez-moi, je me reprends, et là je pense que ce sera la bonne question. Est-ce que l'élaboration du TICAS et des solutions pour les drones s'inscrivent dans une politique RSE de la part de Thales? Oui. Ah, merci. Mais dès qu'on parle de RSE, je voudrais être un peu concret par rapport à cette question, mais tout en laissant de la place pour Olivier pour la conclusion. Donc, globalement, première chose que je vous disais, il y a les aspects réduction de poids, etc. Mais il faut savoir aussi que sur l'ensemble de nos développements, on a des directives pour les nouveaux projets d'être responsable de ce côté-là. Donc, je ne peux pas être concret là-dessus sur mon projet, pas être court aussi, mais ces évolutions s'inscrivent naturellement dans tout nouveau produit chez nous. Franchement, c'est parfait et c'est bon pour l'industrie et puis pour... la raison pour laquelle on le fait, si vous voulez, c'est que c'est une demande du marché, en fait. Hein. On ne fait pas pour se faire plaisir, je vous le garantis. Hein. Un petit peu quand même. Si ça marche. Ouais, je ne suis pas sûr qu'ils apprécient. C'est des contraintes, donc c'est pas toujours vécu. Mais en tout cas, oui, de toute façon, c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse. Ouais. Ok, franchement, parfait. Eh bien, Olivier Rigolet, c'est vous qui allez finir en nous donnant votre vision de... Allez-y. Merci. Vous vouliez répondre à... Juste compléter, effectivement, aujourd'hui, être responsable socialement et écologiquement, c'est un engagement de Thales. Vous savez que Thales est coté en bourse et qui est au CAC. Donc, de toute façon, ça fait partie maintenant de notre ADN. Et donc, comme le disait tout à l'heure mon camarade, de toute façon, on ne peut pas concevoir aujourd'hui de nouveaux produits, de nouveaux développements, de nouvelles perspectives de business sans intégrer de manière native cette composante dans le design et la conception de nos produits. C'est au-delà de l'aspect économique qui a été mentionné et qui est de toute façon le nerf de la guerre qui reste malgré tout, la responsabilité sociétale et environnementale est de toute façon maintenant quelque chose qui est au cœur des demandes de nos clients et des demandes des utilisateurs finaux de nos solutions. Donc de toute façon, c'est un incontournable, c'est un des piliers fondateurs de nos solutions et on ne peut pas faire autrement. Je vous remercie vraiment pour cette réponse, au nom de tous. Merci. Gardez-le, j'irai le chercher tout à l'heure. On ne sait jamais si vous avez une autre question. Bon, juste pour répondre rapidement, je m'étendrai moins que mes camarades qui ont commencé tout à l'heure. Moi, ce que je me dis par rapport à, la réflexion que je me fais par rapport à cette vision 10 ou 12 ans, 2035, de où est-ce que l'on pourrait se projeter à cet horizon-là sur le domaine des drones et plus généralement des nouvelles mobilités aériennes. Alors, je ne vais pas répondre directement, j'ai juste peut-être donné une perspective. Alors, une perspective qui se retrouve dans le rétroviseur, dans ce qui s'est passé derrière nous. Si ma mémoire est bonne, 1903, c'est le premier vol d'une machine motorisée. À partir de quand considère-t-on que dans le passé, nous avons obtenu collégialement, mondialement, une acceptation sociétale d'une solution aéronautique sécurisée, dans lequel tout le monde a confiance pour pouvoir monter les yeux fermés dans un avion n'importe quand. À ma connaissance, on doit être pas loin des 100 ans.
Aujourd'hui, on se projette à 10 ans. Alors, on ne va pas se dire qu'on n'a rien fait depuis un certain nombre d'années, mais même si on fait remonter les premières évolutions, les premiers travaux autour des drones, premières années 2000-2010, ça fait 20 ans, 25 ans, 30 ans, on est à 30%, en 2035, on est à 30% du temps qu'il nous a fallu pour obtenir ça dans l'aviation générale. Donc, est-ce que c'est raisonnable de se dire qu'à 2035, on aura atteint ce niveau que l'on a aujourd'hui, dont on bénéficie aujourd'hui dans l'aéronautique civile? Peut-être, peut-être pas. On ne devrait pas être trop loin de la vérité. Ben voilà donc une presque conclusion optimiste. Moi je voudrais revenir là, sur les essais que vous avez faits, Amine Karay, au Rwanda. C'est des essais qui s'inscrivent dans un programme mené par je ne sais plus quel groupe allemand, mais qui dure depuis 2 ans, et c'est plus que de l'expérimentation, parce que depuis 2 ans, les populations là-bas, dans cette région du Rwanda, ont pris l'habitude d'être livrés en produits pharmaceutiques et dont ils avaient besoin. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut se permettre d'interrompre une expérimentation comme celle-ci, sous prétexte que voilà, ça y est, on a démontré que ça marchait et on passe à autre chose? C'est plus possible. On est allé trop loin là. Tout à fait, heureusement pour nous, parce qu'on a investi quand même. Oui, alors on a dépassé effectivement le stade expérimental. On est en opération aujourd'hui, comme je disais, plus de 400 vols par jour. Opérés quotidiennement par la société américaine, en l'occurrence Zipline. Les Hollandais, c'est plutôt en France. Et c'est une coopération, ça s'est fait dans le cadre d'une coopération franco-rwandaise qui a été initiée par la visite du président Macron en 2021. Et donc on s'est inscrit là-dedans et on a accompagné le gouvernement pour sécuriser son espace aérien et les opérations depuis, vu qu'il se passe en toute sécurité, qu'il n'y a pas eu d'accident et d'incident, et je touche du bois, continue aujourd'hui effectivement à évoluer et répondre à un réel besoin avec un business model qui tourne et répond encore une fois à un besoin qui est assez respectable, qui est le besoin de soins. Et c'est par ce biais-là et par ce besoin-là, je pense, que cette évolution et cette révolution de transport par drone arrivera en Europe. Donc là, on est bien parti et on ne fera pas machine arrière, c'est sûr. Je l'espère en tout cas. Voilà, d'accord. Bon, je vous remercie tous d'abord d'avoir joué le jeu là, de cette table ronde et puis de vous être un peu mouillé sur les perspectives, pas trop quand même, hein, vous n'avez pas pris beaucoup de risques, je trouve quand même. De toute façon, on va tous pouvoir revoir ça en replay. On va pouvoir revoir. Donc, en 2035, on sortira le replay de cette table ronde. Alors, si d'ici là, vous voulez le voir, il est déjà disponible sur la chaîne Jumpseat d'Aérobuzz. On a des cartes ici, vous avez l'adresse, c'est des collectors en plus, donc je vous conseille de venir en chercher. Très rapidement, dans les jours qui suivent, elle sera également disponible en replay sur YouTube. Donc voilà, ça permet aussi de faire circuler cette information, parce que je trouve que ce qui a été dit sur cette table ronde cet après-midi, et grâce aussi à vos questions. Merci à Adrien. Ça permet d'avoir posé le problème. Pas entendu Adrien, mais il a communiqué avec le problème. Donc, il y a deux merci à vous tous. Merci aussi au chat. Et puis merci à toute la régie, toute l'équipe qui nous a un petit peu qui a réalisé ces 4 tables rondes. C'est toujours comme ça avec le magistral. Je vous confirme. Plaisir de travailler pour le fréquenter maintenant à longueur de journée. Et puis j'ai des surprises encore chaque fois.